Bonjour, nous allons parcourir durant cette présentation les principales nouveautés de JavaScript OS 6. Je suis Alain et je suis un développeur front-end. Je vais commencer par un petit rappel d'ECMAScript. ECMA est un organisme de standardisation pour les systèmes d'information et de communication. Son objectif est de développer et de promouvoir divers standards afin de faciliter l'utilisation de la technologie. En 1996, après un an de la sortie de JavaScript chez Netscape, Microsoft a sorti sa propre version de JavaScript qu'elle a appelée JScript. Et donc Microsoft rajoutait des fonctionnalités à JScript qui étaient intégrées dans IE et Netscape rajoutait des fonctionnalités dans JavaScript. Mais cela faisait que ça fonctionne au niveau d'Internet Explorer, mais ça ne fonctionne pas au niveau de Netscape. Et inversement. Alors Netscape décide d'envoyer sa version de JavaScript à ECMA qu'il a standardisée sous le nom d'ECMAScript. Et comme la version 6 est sortie en 2015, exactement en juin 2015, la communauté décide de l'appeler ES 2015 tout court pour ECMAScript 2015. La première remarque concernant OS 6 est que le mode strict est activé par défaut. Vous pouvez le remarquer déjà lorsque vous utilisez Babel, useStrict est rajouté automatiquement dans la première ligne et elle sera appliquée sur la totalité du code. Dans OS 6, il est possible d'importer des fonctions ou bien des objets exportés depuis un module externe ou un autre script. Par exemple, avec la première ligne, on importe le contenu complet d'un module, c'est-à-dire tous les éléments exportés depuis le nom du module.js. Comme on peut importer un ou plusieurs un ou plusieurs membres du module, comme sur la ligne 2 et 3, ou bien utiliser des alias comme sur les lignes 4 et 5. L'autre nouveauté de l'OS 6, c'est l'introduction des classes. Ce que vous pouvez déjà remarquer est que tout est public. Il n'y a pas la notion de la méthode privée ou protégée. Autre remarque, ce n'est pas possible de définir des attributs comme dans les langages classiques. Tout se fait au niveau d'une méthode spéciale, constructeur, qui permet de définir et d'initialiser les objets. Il faut faire attention parce que ce n'est pas possible de surcharger un constructeur en OS 6 comme avec la façon comme on le fait en Java par exemple. Si on prend un exemple, ici on va essayer de créer deux instances, l'une en passant un seul paramètre à notre classe et une deuxième instance en passant trois paramètres à notre classe. Avec deux constructeurs comme on fait en Java, on va avoir une erreur, déjà qu'on puisse la voir clairement sur notre IDE, qui dit qu'une classe ne peut avoir qu'un seul constructeur. Et donc en JavaScript, il faut trouver un contournement pour simuler ce genre de comportement. Le plus facile dans notre cas, c'est de jouer par exemple sur euh, la longueur des arguments, le nombre des arguments. Si c'est 3, on sait très bien qu'on est dans la deuxième instantiation. Et ici, on a prop 1, ensuite prop 1, prop 2, prop 3, lorsqu'on appelle la méthode afficher info de C1 et ensuite de C2. Il ne faut pas aussi croire que parce que le mot-clé classe a été introduit dans OS 6, et donc JavaScript est devenu objet à partir de cette version. C'est complètement faux. Parce que dès sa création, JavaScript était objet. La preuve, si on initialise une variable v avec une chaîne de caractères, ensuite on tape v.length, euh, on affiche 7 et on peut utiliser length. Pourquoi? Parce que length c'est une propriété de l'objet string, euh, comme toUpperCase qui est une méthode de l'objet string. Et d'ailleurs, écrire var v égale à bonjour ou bien var v égale new string de bonjour, c'est pareil. On a, on a toujours le même comportement. Ensuite, si on tape par exemple, là on a oublié juste les points virgule, donc point length ça retourne 7 et on a accès
à toutes nos méthodes de la classe string. Une autre preuve qui montre que JavaScript est objet avant la version ES6, c'est qu'on on a la possibilité de réécrire complètement la classe C sans utiliser le mot-clé classe. Euh, Si par exemple on définit une fonction qu'on va l'appeler C, c'est juste pour avoir la correspondance avec notre exemple, et dedans on va initialiser une propriété qu'on va l'appeler P avec la valeur qu'on va passer en paramètre. Et du coup, si ensuite on déclare une variable avec new, ensuite C en passant une chaîne de caractères à notre objet, ensuite si on affiche C, on voit bien qu'il y a une propriété P. Mais le plus important ici, c'est que on peut faire c.prototype, un nom de méthode, dans notre cas fichier info, qui sera une fonction. Et dedans, on va écrire une console qui va afficher notre propriété. Je pense ici, il y a un problème, c'est juste les deux parenthèses que j'ai oubliées. Et si on affiche C, on voit bien notre propriété, mais le plus important, c'est qu'on peut voir afficher info dans, dans le pointeur d'Underproto vers Prototype. Et donc comme ça, on a simulé le fonctionnement d'une classe sans passer par le mot-clé classe. Un autre mot-clé assez important introduit dans l'OS6, c'est let. Selon la MDN, l'instruction let permet de déclarer une variable dont la portée est celle du bloc courant, éventuellement en initialisant sa valeur. On va prendre un exemple pour comprendre cette définition. Ici, on a un script, on va déclarer une variable v, ensuite on va l'afficher, ensuite on a un bloc de code, dedans on va déclarer une variable de même nom, et à l'extérieur on va afficher notre variable v. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que la troisième console affiche la valeur de v qui a été modifiée, tout simplement parce que v qui est déclaré au niveau de la ligne 7, c'est la même v qui est déclarée au niveau de la ligne 2. Ce qui peut poser une ambiguïté lors d'un travail en équipe. Par contre, si vous utilisez let à la place de var, vous allez voir que ce qui sort de ce bloc, c'est une valeur, c'est pas une autre valeur, comme dans le cas de l'utilisation de var, parce que avec let, le scope de V, c'est seulement ce bloc de code entre les deux moustaches de if. Par contre, il ne faut pas penser que let, c'est un remplacement de var. C'est complètement faux. Il y a des cas où on aura besoin d'utiliser var et dans d'autres cas, on aura besoin d'utiliser let. Par exemple, ici, on déclare une fonction, on utilise une variable, ensuite on la déclare. Si on appelle la fonction, on va avoir undefined, ça c'est logique, mais ça marche. Par contre, si on utilise let à la place de var, on va avoir une console une erreur dans la console parce que le principe de hosting il n'est pas applicable pour let. Et ça montre bien que let n'est pas un remplacement de var. Par contre, il y a d'autres cas où l'utilisation de let est primordiale pour résoudre quelques problématiques. Par exemple, ici, on a un élément liste et on va créer des éléments dans cette liste dynamiquement et on va lier l'affichage d'une log à l'événement click. Dans un premier temps, on a utilisé var et on va voir que lorsqu'on clique sur un élément, on a élément 6. Si on clique sur le quatrième, on a aussi élément 6.
Même si on clique sur le premier, il y a toujours élément 6. Et tout ça parce que lorsqu'on sort de cette boucle, i, il est encore présent. Et la valeur du i, en sortant de cette boucle, c'est 6. Si on veut bien afficher la bonne valeur, dans ce cas, let résout bien le problème. Donc il suffit de changer var par let. Et lorsqu'on clique sur l'élément 2, par exemple, on a élément 2, 4, il affiche bien 4, et 1, il affiche bien la valeur 1, et ensuite 3. Et comme ça, on a résolu notre problème en remplaçant var par let. Je vais juste fermer cette instance d'Apache. On passe à un autre mot-clé qui est const. C'est clair que si vous déclarez une variable avec const, ensuite vous essayez de changer sa valeur, vous allez avoir une erreur de type type error dans la console. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Par contre, les choses deviennent plus compliquées lorsque vous travaillez avec des objets. Donc dans cet exemple, on a un objet A de valeur 1, B de valeur 2 et C de valeur 3 et on essaye de réassigner une autre valeur à notre objet et ça, on aura une erreur dans la console qui dit que c'est impossible et c'est-à-dire qu'on a le même comportement que pour les types primitifs. Par contre, si on essaye de changer la valeur d'un élément de cet objet ou bien même de rajouter un autre élément, ça ne va pas poser de problème. Et donc, il faut faire attention parce que l'utilisation de const ne vous protège pas contre les modifications de la valeur d'une clé ou même l'ajout d'un nouveau élément. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque j'utilise const, c'est comme si je vais dire aux autres collaborateurs, je veux bien ou bien je souhaite que cette variable soit constante et ça serait bien de ne pas la changer. Par, par contre, euh, rien n'empêche de changer sa valeur par erreur ou exprès par un autre développeur. Et donc, si votre objectif c'est vraiment de protéger votre objet, c'est pas avec const que vous allez résoudre le problème, mais avec quelque chose qui existait déjà presque depuis 10 ans dans JavaScript, qui est object.freeze. Donc, en utilisant object.freeze, vous allez protéger votre objet contre les modifications. Object.freeze. Et si j'exécute mon programme, j'ai toujours les mêmes éléments de mon objet. Avec les gabarits du chaîne de caractères, vous pouvez utiliser des chaînes de caractères multilignes ainsi que des fonctions d'interprétation. Dans le premier exemple, on a besoin d'utiliser le caractère de concaténation lors d'un retour à la ligne. On est obligé aussi de faire sortir les variables en dehors de la chaîne, sinon ils ne seront pas interprétés comme étant des variables. Et peut-être dans d'autres cas, on aura besoin de rajouter le caractère d'échappement si vous utilisez des quotes ou bien des simples quotes, ce qui était résolu avec les gabarits de chaîne de caractères. Pour les fonctions fléchées, ils ont deux gros avantages. Tout d'abord, c'est d'écrire un code simple et court, comme dans cet exemple. On passe de 6 lignes vers une seule ligne. Mais par contre, le plus gros avantage, c'est qu'avec les fonctions fléchées, ils peuvent résoudre des problèmes de mal assignement du 10. Je vais essayer de revenir
à la version précédente de ce fichier, parce que je pense que je l'ai modifié. Je dois revenir sur la version là où j'ai défini la fonction d'une manière classique. Peut-être que je vais le fermer complètement. Ensuite, je vais essayer de le réouvrir. Bon, je vais recharger complètement mon projet. Voilà. Donc ici, on a un objet qui contient un ID 123 et on essaie d'afficher cet ID dans un timeout. Ce qu'on va avoir, c'est que la valeur de this.id égale undefined. Pourquoi? Parce que le this qui est dans le set timeout n'est pas le this qui est dans l'objet, qui fait référence à notre objet. Pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On utilise seulement les arrow functions et comme ça on résout le problème. Et c'est ça vraiment en pratique à quoi servent les arrow functions. Bien sûr, à part le fait d'écrire un code court. L'opérateur de décomposition ou de destruction permet de définir des variables depuis un tableau ou un objet, un tableau comme dans le premier exemple, et à partir des objets comme le deuxième exemple, là où l'objectif c'est vraiment de fusionner deux objets. Donc on utilise les trois points pour passer le premier objet et le trois points au objet 2 pour passer x de point 1, y de point 2. J'ai un autre exemple. Ici, on a une fonction somme qui prend un paramètre a et b et une liste de paramètres dont on ne connaît pas sa longueur. Donc, si on passe 1, 2, on va avoir 3. Si on passe 1, 2, ensuite un tableau de deux éléments, on va avoir la somme de ces quatre éléments. Si on passe encore plus des éléments, on va avoir la somme de tous ces éléments. C'est toujours en utilisant la destruction. On passe aux promesses. Une promesse représente un objet dont on ne connaît pas encore la valeur. Une promesse possède trois états possibles, en cours, accompli ou rejeté. Donc dans cet exemple, lorsqu'on initialise notre promesse, on va avoir l'affichage du console dans la promesse. Ensuite, on passe avant la promesse. Ensuite, on passe directement après la promesse parce qu'on travaille au mode asynchrone. Ensuite, on va avoir l'affichage après 3 secondes, du message après 3 secondes. Et ensuite, on va avoir l'affichage dans le then parce que notre promesse fait appel à resolve. Mais l'utilisation pratique des promesses, c'est lorsqu'on travaille en Ajax ou bien on appelle des API. La méthode classique, on fait des if, il y a une erreur, on gère l'erreur, sinon on appelle la deuxième URL et pareil, s'il y a une erreur, sinon on appelle troisième, etc. Et on a un code imbriqué. Avec les promesses, c'est plus clair et plus facile à comprendre. Et dès qu'il y a une erreur, on le gère seulement dans le catch. C'est-à-dire si on a une erreur lors de l'appel de l'API 2, on passe directement à notre catch. La MDN définit les proxys comme si l'objet proxy est utilisé afin de définir un comportement sur mesure pour certaines opérations fondamentales. Pour la comprendre, on va prendre un exemple. Je vais recharger. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un formulaire avec un attribut email et on va essayer de rajouter un validateur sur le champ email. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme si on va rajouter quelque chose qui va s'interfacer entre le moment de l'initialisation, de l'affectation,
et le moment de la prise en compte ou bien de l'enregistrement de cette valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déclare un proxy. En deuxième paramètre, on passe notre validateur et on l'accroche au set pour dire que c'est au moment de l'assignement. Et donc, on vérifie par exemple si la valeur passée est un nombre, on va générer une erreur. Si elle ne contient pas le caractère arrobase ou bien le caractère point, générer, on va afficher le message correspondant. Sinon, on fait le comportement par défaut, qui est l'opération de l'assignement. Donc, si on passe une valeur correcte, bien sûr, on va avoir la valeur affichée. Sauf que si on essaye d'affecter un nombre, c'est-à-dire qu'on va arriver à cet endroit, et donc on va générer une erreur. Ou bien si on oublie de passer le caractère arrobase, on va arriver à cet endroit et il y a le message qui sera généré à travers notre proxy. Donc vraiment, les proxys sont des outils très puissants. Voilà pour OS 6, sauf qu'il y a encore d'autres choses dans l'OS 6 qu'on va essayer de les voir dans une nouvelle présentation, comme les maps, les sets, les itérateurs, les générateurs et les valeurs par défaut. Voilà, merci.